différents de vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. Face à ma nerf. L'excellence, le succès et la réussite. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. Face à ma nerf. Yeah. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. L'icône du 242. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine qui est Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales. Des hommes et les femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur histoire, leur parcours. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvou, est notre invité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à votre émission. Alors, vous avez suivi, Monsieur le Président, les médias ces 3 derniers mois. Qu'avez-vous retenu? Il y avait beaucoup de choses à retenir parce que l'actualité, ma foi, ne se fige jamais. L'actualité, c'est le fait successif de plusieurs événements actuels. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir à travers le monde? Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est ce qui se passe au Proche-Orient, par exemple. Ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Beaucoup de tueries que nous pouvons retenir. Et là aussi, un bateau humanitaire qui a été arraisonné. Et là encore, il faut aller au-delà dans le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore dire. Il y a tellement trop d'événements qui chevauchent que ma foi, l'actualité ne fait qu'abonder. Et c'est le monde qui est bien servi grâce aux médias, justement. Et au plan national, ce qu'il y a lieu de retenir ces derniers temps, c'est les différents procès qui se sont déroulés. Et puis, actualité dans le monde des médias, dans notre pays, c'est l'interpellation d'un journaliste, heureusement, dont la situation a connu un dénouement fort heureux hier. Et voilà tout ce que l'on peut retenir pour le moment. Voilà, merci. On voit que nous avions le président du Conseil supérieur de la liberté de communication qui suit les médias. Alors, je vois que vous avez un lien énorme avec les médias. Absolument. J'allais même dire que c'est un lien ontologique. Depuis le jour où j'ai été porté à la tête de cette institution qui sert à suivre l'activité des médias, à contrôler l'activité des médias, à lire les contenus, à les interpréter, à les décortiquer et enfin à pouvoir juger des bons contenus, contrôler les programmes. Depuis ce jour-là, je crois qu'il y a un lien fort qui me lie avec les médias et qui, ma foi, m'oblige à suivre ces médias au jour le jour. Et vous êtes aussi lié aux réseaux sociaux? On ne peut pas, c'est le phénomène actuel, c'est ça aussi l'actualité. Les réseaux sociaux rentrent dans l'environnement médiatique actuel. Non, plutôt pas médiatique, j'allais dire l'environnement communicationnel actuel. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est une autre forme de communication. À côté des médias traditionnels, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux médias. Et les réseaux sociaux rentrent dans cette catégorie des nouveaux médias. À l'intérieur des réseaux sociaux, il y a des sites qui sont créés, il y a des gens, des individus qui créent ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle des blogs, et donc qui lancent aussi des informations. Mais les informations qui sortent de ces blogs, lancées par des blogueurs, les informations qui nous sont données, déversées par les réseaux sociaux, n'ont pas la même valeur, la même qualité
que les informations que nous recevons, ma foi, des médias traditionnels. Parce que les médias traditionnels obéissent à des règles bien établies, tandis que c'est dans les autres médias, dans les nouveaux médias, c'est l'expression populaire, si vous voulez. J'allais même dire c'est l'expression banale qui est utilisée. Donc si on vous demandait quel est le regard que vous portez sur ces médias? Le regard que je porte sur les médias, qu'ils soient médias, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est un regard critique. Absolument, c'est un regard critique. Je ne peux pas dire qu'il y a toujours du mauvais. Non, il y a du bon dans les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook? Non, je n'ai pas de page Facebook, je ne fais jamais dans ces réseaux sociaux. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que c'est... Même info profil, vous n'en avez pas? Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Ça ne vous tente pas? Ça ne me tente pas du tout parce qu'au regard, au vu de ce qui se passe, de l'utilisation de ces réseaux sociaux, moi j'ai très peur des réseaux sociaux finalement. Et pourtant le avec positif... Avec un faux profil, on ne saura pas ce que vous êtes. Mais moi je ne sais pas tricher avec moi-même, il faut que ce soit bien moi, qu'on me voit, qu'on sache qu'il s'agit de moi. Mettre un faux profil ou mettre un faux nom, procède même déjà d'une malhonnêteté en soi. Ça veut dire qu'on n'est pas correct avec soi-même, ce que l'on dit procède même du mensonge. On ne peut pas être certain de ce que l'on dit. Pourquoi est-ce que se cache? Je n'ai pas le droit de me cacher. Je suis moi, Philippe Mvo, tel que je suis, j'exprime mes opinions, je dois les exprimer. Donc même une page, vous n'en avez pas? Je n'ai même pas une page. Alors, quel a été le parcours de Philippe Mvo pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? Un parcours tout à fait ordinaire. Bon, comme tout enfant, je suis parti, je suis rentré à l'école catholique, très tôt. En fait, très tôt, à l'âge de 6 ans, ce qui était quand même un peu rare à l'époque. C'était en 1957. Je suis né en 1951, donc à 6 ans, moi, je rentre à l'école. Vous n'hésitez pas de dire votre âge? Mais non, mais pourquoi je ne peux pas avoir honte de mon âge? Mon âge, c'est moi. Mon âge, c'est la conjugaison du temps que je passe sur cette terre. Sur la trame du temps, qu'est-ce que je fais? Comment je vis? Et c'est ça qui constitue mon âge. Je n'ai donc pas le droit d'avoir honte de mon âge. Au contraire, je le dis avec fierté. Je porte mon âge avec fierté. Et c'est ça. Donc quand on me demande mon âge, ça, je n'hésite pas. Poursuivez, je vous ai coupé, je vous en prie. Ah ben voilà, donc école primaire catholique, puis je sors de là avec un certificat d'études primaires, et puis moi je rentre au petit séminaire Saint-Pédis de Makwa en 1964. Du petit séminaire Saint-Pédis de Makwa où je ne suis pas resté longtemps, quelques 3 ans après, je sors du petit séminaire Saint-Pédis de Makwa, je traverse juste la rue, pour ceux qui connaissent Makwa, pour aller au collège Champagnat. Je n'y suis pas resté longtemps parce que je n'ai pas de parents à Makwa. Il s'ouvrait le collège de Kélé, et moi je suis allé rentrer au collège de Kélé jusqu'à mon brevet pour revenir encore au lycée de Makwa, cette fois-là en seconde. Et j'ai fait seconde première, et comme il n'y avait pas de terminale à Makwa à cette époque-là, la terminale se passait ici à Brazzaville. Je suis donc venu au lycée central, qui s'appelait avant lycée Savognin de Brazza, qui pendant la période de la Révolution était devenu le lycée central, mais après coup est redevenu aujourd'hui lycée Savognin de Brazza. Donc c'est là où j'ai passé mon baccalauréat en 1972. Et puis après, c'est l'université de Brazzaville, qui ne s'appelait pas encore l'université Marien-Ngouabi, l'université de Brazzaville. Et là, je n'ai pas honte de vous dire que moi j'ai brûlé mes sessions à l'université Marien-Ngouabi. Et Marien-Ngouabi lui-même avait pris une décision selon laquelle tous les étudiants qui avaient brûlé leur session ne pouvaient plus continuer à traîner sur les bancs de l'université. Et on nous a envoyé dans ce qu'on a appelé la production. Je suis allé dans la production et c'est comme ça que j'embrasse le métier d'enseignant comme instituteur contractuel, et je suis affecté au CEG de Mosendio. Et du CEG de Mosendio, j'ai passé une année, CEG de Mosendio. Ensuite, c'était le lycée de Gamboma, la première fois que Gamboma ouvrait son lycée, ancien avec le cycle ancien, c'est-à-dire qu'il partait de la 6e en seconde à cette époque-là, et moi j'enseignais là, j'ai enseigné là. Et puis après, c'est Brazzaville, pas directement Brazzaville, j'ai été affecté au CEG Ngangalingolo. Du CEG Ngangalingolo, je suis allé au CEG Kibossi. Du CEG Kibossi, je suis revenu à Linzolo. De Linzolo, je suis venu au CEG Gampoulilou. Et revenu à Brazzaville, c'est là que moi je renoue avec l'université. Et puis après, à cette époque-là, les cours par correspondance fonctionnaient très bien. Et lorsqu'on était à Brazzaville, il était tout à fait aisé de pouvoir encore suivre les cours. Alors, et après quoi, bon, dans le métier, c'est aussi
je me fais certainement remarquer puisque je reçois ma première nomination utile. On fait de moi le directeur des études du CEG de la paix. Et c'est à ce niveau-là qu'en même temps, je passe le concours de l'INSED, qui était d'abord l'UNES, École normale supérieure, ensuite c'est l'INSED, Institut national de sciences de l'éducation, et qui est redevenu aujourd'hui École normale supérieure. Je sors de là, donc avec le diplôme de professeur certifié de lycée. Hein, et quand je finis là, bon ben voilà, je suis affecté dans un lycée. Non, d'abord à l'ENMA, École nationale moyenne d'administration, et puis de là, ben, c'est Gampo Lilo, et puis voilà. Voilà, on a constaté que vous avez fait presque beaucoup d'intérieur et presque tout le Congo. Vous avez connu du sud au nord. Vous êtes un vrai citoyen, un vrai républicain. Ah ben même si je n'avais pas fait ça, je le serais quand même. Être républicain, c'est dans l'esprit, c'est dans la mentalité de soi. C'est une constitution mentale qu'il faut, une construction mentale, il faut se faire. Il faut d'abord se structurer soi-même. Comment être patriote, comment être citoyen, comment établir en tant que... bout pour aller ici. Et là, voilà, comment établir. C'est pas le fait de traverser le Congo de part en part que l'on peut se prévaloir être un bon ou un grand citoyen. Comment vous vous adaptez de quitter ici et là c'était facile pour vous, Ngangalingolo, c'était pas le Ngangalingolo d'aujourd'hui? Non, absolument, c'était facile pour moi. Moi, je m'adapte un peu partout. Je suis un villageois, si vous voulez bien. Généralement, quand on dit de quelqu'un, espèce de villageois, c'est très mal pris, c'est péjoratif. Mais moi, je suis un villageois. Je suis fier d'être villageois. Je suis né au village. J'ai grandi. C'était quel village déjà? Mon village, c'est à Kombo, à côté de Kélé. Mais moi, je suis né à Kélé. Mais alors, le Kélé en question, chef-lieu du district de Kélé, bon, c'est le chef-lieu du district, mais à la vérité, c'était un gros village. Je suis né là. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance? De mon enfance? Bon, il y a beaucoup de choses. Un souvenir précis, moi je ne sais pas. Un souvenir précis. Qu'est-ce qui revient souvent quand vous pensez ce qui me revient souvent, c'est la vie au village. La vie au village, lorsque je me retrouvais dans Olébé. Olébé, c'est ce qu'on appelle ici, beaucoup plus connu ici par le mot Congo, à savoir le Mbongi. Chez l'Embéré, c'est Olébé. Ici, c'est le Mbongi. Ailleurs, je crois, chez l'Embouchi, c'est le Kanza. Ou dans la Lukwara, on appelle Kanza. C'est la même chose. À quel âge c'est une école. C'est une école. N'importe quel âge, vous pouvez faire? Ah non. À partir de 3 ans, 4 ans, votre père vous amène au Mbongi. Donc, vous amène à Olébé. Vous devez vous asseoir avec les vieux. Vous êtes un garçon, vous ne devrez pas passer votre temps à côté de maman dans sa cuisine. La cuisine, un peu trop dit, on lui construisait un hangar qui faisait au film de... C'était autour de quoi? De la sorcellerie qui a... Non, mais pas la sorcellerie. J'allais justement dire que c'est là ma première classe. Ah, d'accord. C'est là ma première école, si vous voulez. Parce que c'est là où on apprend tous les vieux. C'est là justement où l'éducation, la véritable éducation commence. Et c'est à partir de là que vous allez connaître la forêt. Tendre les pièges avec les plus âgés que vous, avec les aînés, qui commencent à vous initier, à tendre les pièges pour attraper les rats, attraper les oiseaux. Et puis vous continuez, on vous initie à la chasse, on vous initie à la pêche, comment porter un filet, comment tendre un filet. Et ça, c'est merveilleux. C'est la première école. Et vous savez, la chasse chez nous, chez l'Embéré, porte en soi une philosophie extraordinaire de la vie. Vous apprenez tout de la vie. Cette vie ensemble, comment entreprendre ensemble. La solidarité, ça participe de la solidarité. Et de cette solidarité, ça vous apprend le partage. Vous ne savez pas manger seul. Vous ne pouvez manger qu'en partageant qu'avec les autres, en groupe, l'esprit du groupe, donc l'esprit de famille que vous portez depuis la maison. Alors donc il y a des valeurs extraordinaires. Et il arrivait que les parents grondent sur vous. Mais ça peut arriver quand on est un enfant et que l'on grandit, on ne manque pas de commettre des bêtises. D'enfants turbulents, doux je ne sais pas, je crois certainement. Très attaché à papa Certainement, très attaché à papa. Je connais beaucoup de papas, mais pas celui-là, parce que mon papa, très tôt, est parti à Pointe-Noire. À l'époque, on disait qu'il est allé en service. Il est parti à Pointe-Noire. Bon, il
terrien, au village c'était un cultivateur. Bon, il a suivi son frère aîné à Pointe-Noire et nous nous sommes restés tout petits, mon frère jumeau et moi, car je suis un jumeau. Et chez les Mbéré, dans la cosmogonie Mbéré, les jumeaux sont des divinités et ceux qui vantent d'être un demi-dieu, pour ne pas dire un dieu tout court. Ah bon? Oui, parce que jumeaux. Alors donc quand il s'en va, nous restons, et c'est son aîné qui était le chef du village. Le village c'est à Kumbo. Le chef du village, à 14 km de Kélé, le chef du village, c'est lui qui nous a pris, les deux jumeaux, qui nous a pratiquement élevés. Et parce qu'il était chef, c'est lui qui a commencé à me donner, sans que je m'en aperçoive, le sens de la chefferie. Et si bien que lorsque j'étais dans un groupe, la tendance était toujours de prendre le devant, d'apparaître comme le leader du groupe. Vous aimez être chef? Ce n'est pas que j'aimais, c'est inconsciemment. Les autres parfois pouvaient me désigner comme ça, inconsciemment. Mais j'ai compris par la suite qu'il y avait certains attributs, ma foi, que j'étais en train d'acquérir auprès de mon père, que mon père me destinait certainement à ça. Et je ne suis pas étonné, ma foi, d'avoir des services, des missions de commandement. Et le Kélé d'aujourd'hui, il vous arrive de repartir, de faire des tours? Mais bien sûr, il m'arrive d'y aller de temps en temps. Ça a changé? Ça a changé totalement et je trouve que même qu'il y a une dégradation déplorable de l'état de Kélé que moi j'ai connu. Est-ce que ce n'est pas le développement qui... Bon, si ce développement, il devait être positif. Ça veut dire que Kélé allait connaître une évolution positive. Donc de Kélé Bourgade d'hier, on devrait avoir quand même une petite ville. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous avez Kélé qui se dégrade. La morphologie de la localité, ma foi, affiche une tristesse telle que on regrette. Lorsque nous y allons, nous regrettons le passé. Est-ce que c'est parce que nous restons longtemps à Brazzaville et l'environnement citadin nous présente tout autre chose, une autre réalité? Et lorsqu'on repart à Kélé, ma foi, on est comme un peu déçu de constater que le pays est en train de s'effondrer. Inch'Allah, un jour peut-être nous irons réaliser un documentaire de votre enfance pour reconstituer un peu... ce serait merveilleux. Comme ça, vous verrez mon école, l'école catholique. Ça existe toujours? L'école catholique existe toujours. Elle était là où j'ai fréquenté, elle était totalement tombée. Il n'y avait plus d'école catholique. Et Dieu merci, j'ai pu faire les efforts de reconstruire une école que j'ai offert aux prêtres pour dire voici votre école catholique. C'était le signe de reconnaissance de ce que c'est là où la base, qui constitue la base justement de ma formation intellectuelle, si vous voulez. Depuis cette école catholique. C'est le moule catholique qui m'a véritablement formé. Et si je suis ce que je suis de tout mon être, c'est grâce aux prêtres. Ah d'accord. Voilà, je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que vous êtes bel et bien dans Célébrité qui reçoit Monsieur Philippe Mvou. Sauf que je ne suis pas une célébrité, je n'ai jamais voulu me présenter comme une célébrité. Mais enfin, je vous laisse, c'est votre label, je vous laisse ça, mais je ne voudrais pas apparaître ici comme une célébrité. Nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Vous êtes un modèle pour beaucoup et on vous découvre là. Merci beaucoup, je ne sais pas si j'ai réussi et réussi en quoi, je ne sais pas très bien. Je ne connais qu'une évolution tout à fait normale. Ils auront le plaisir de suivre ce programme, on va vous découvrir de plus belle. D'accord, voilà alors, enseignant. Et la politique après. Qu'est-ce que vous emmenez en politique? Encore difficile à dire. Je ne sais pas si c'est pas la politique qui m'a surpris. Je n'ai jamais milité. À l'UGEC que j'ai essayé de militer à l'UGEC, mais sans occuper des fonctions dans les différents secrétariats, dans les différentes directions de ce mouvement. Et quand l'UGC est arrivé, j'ai jamais été à l'UGC, j'étais très critique. Le marxisme-léninisme ne m'a jamais porté, ne m'a jamais tenté. Les valeurs du marxisme-léninisme, je ne les ai jamais véritablement appréhendées, peut-être que parce que je ne connaissais rien. Vous étiez catholique? Je n'avais pas beaucoup lu aussi du marxisme-léninisme. En plus, j'étais très catholique et je le suis resté catholique pratiquant. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, je suis catholique pratiquant. Et puis ensuite, il faut que je vous dise en passant, parce que ça fait aussi ma fierté. Le catholique pratiquant, vous pouvez me poser la question, vous étiez au séminaire, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenu prêtre? Je ne suis pas devenu prêtre, j'ai perdu mon chemin, celui de devenir prêtre, donc j'ai perdu un sacerdoce, lequel sacerdoce j'ai retrouvé à travers mon métier d'enseignant. J'ai retrouvé là mon métier d'enseignant. À travers le métier d'enseignant, j'ai retrouvé un autre sacerdoce. Et puis ensuite, Dieu merci, je n'ai pas pu arriver, je ne suis pas devenu prêtre, mais Dieu a béni mon cœur, Dieu a béni ma famille pour faire que mon troisième garçon
est prêtre aujourd'hui. Ah bon. Voilà, il venait de fêter ses 5 ans de prêtrise. Et alors donc avec la politique, si vous voulez, si je continue, avec la politique, l'UGC, je ne suis pas allé à l'UGC, on avait un syndicat unique, la CESC à l'époque, j'ai jamais adhéré à la CESC, et puis ensuite le Parti congolais du travail, j'ai jamais adhéré au Parti congolais du travail. Et qu'est-ce qui a fait que vous tombez comme ça en politique? Qu'est-ce qui a motivé? Cela va vous surprendre. Nous sommes en février 1991. Et en février 1991, c'est la conférence nationale souveraine. Alors avec la conférence nationale souveraine, il y a ceci d'extraordinaire, que le pays connaît une effervescence extraordinaire dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et cette effervescence a entraîné l'explosion de la liberté. La liberté au singulier. Mais je l'écrirai avec un L majuscule. Et cette explosion de la liberté a donné lieu à des libertés qui vont désormais s'exprimer, qui vont désormais habiter chaque homme. Et donc c'est à cette époque-là, avec la conférence nationale souveraine, nous avons vu se former plusieurs partis. Donc le pluralisme politique est né. Au lieu d'un parti unique, c'est plusieurs partis qui sont nés. Au lieu d'un syndicat unique, c'est plusieurs syndicats qui sont nés. Au lieu d'un média unique contrôlé par l'État, avec la même mise forte de l'État, ce sont plusieurs médias qui sont nés. Et c'est cette explosion de liberté qui m'a libéré moi-même aussi. Qui a libéré ma liberté que je considérais comme étant une liberté apprivoisée, une liberté constipée. Donc la déconstipation de la liberté m'a permis moi de m'exprimer autrement. Et pendant la conférence nationale souveraine, j'y ai participé, j'étais aussi participant à la conférence nationale souveraine. Mais à cette époque-là... Observateur Non, pas observateur. On n'a pas d'observateur comme tel. Soit qu'on appartenait à une association que l'on venait de créer, etc. etc. C'était vraiment le moment de toutes les... Je reviens au mot effervescence. Effervescence de liberté donnée. Donc plusieurs associations, plusieurs partis. J'ai donc eu la chance de participer à la conférence nationale souveraine. Et puis à la conférence nationale souveraine, il y a eu comme un sentiment de se développer des sentiments de haine. Des sentiments de haine, au lieu de faire que nous puissions exorciser le mal qui caractérisait la nation à travers les divisions que le pays a connues, le pays divisé en nord-sud, le pays divisé en Congo et Mboshi, parce que tous ceux du nord étaient considérés comme étant des Mboshi, tous ceux du sud étaient considérés comme... Alors tous ces agrégats culturels qui, ma foi, formataient nos mentalités, au lieu de les exorciser, on était encore en train de développer des intolérances inacceptables pendant la conférence nationale. Et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui avait permis, à l'époque, qui avait permis que la conférence nationale se tienne, et qui avait toutes les forces possibles pour pouvoir dire non à la conférence ou arrêter la conférence en son cours. Il est resté tout à fait calme et grand observateur de tout le grand théâtre qui se jouait au palais des congrès. Eh bien, il est sorti de sa réserve. Et je me souviens très bien de la date, je crois que c'était le 26 avril 1991. Et le 26 avril 1991, avec toutes les attaques possibles, on appelait ça des scuds, et où se développaient tous les mensonges. Et je crois que les fake news ont commencé même par là, parce que tout ce qui se disait... Ah oui, c'était de fausses nouvelles, de fausses informations, des attaques inutiles. On veut descendre quelqu'un, on a gardé par devers lui une dent très pourrie. C'était le moment de la faire arracher. Alors à ce moment-là, on disait n'importe quoi et n'importe comment sur quiconque et tout. Et donc le président de la République, pour mettre fin un peu à tout ça, parce qu'on allait comme vers une implosion, oui, certainement, pourquoi pas, parce que la conférence nationale risquait de s'arrêter et de quelle manière les gens risquaient d'arriver à des affrontements inutiles. Et donc il y avait comme le climat bouillonnait, pas seulement au sein même de la salle, même en dehors de la salle, dans les quartiers, il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors c'est ainsi que le président de la République a prononcé un discours très important, qui a porté ce titre-là, J'assume. Et c'est le J'assume qui a
provoqué chez moi un déclic extraordinaire, lequel déclic m'a réveillé pour me permettre de me décider à m'engager en politique. Donc, et c'est comme ça que je me suis engagé en politique. Parce qu'à travers le J'assume, j'ai pour la première fois posé sur ce monsieur un autre regard que j'avais sur lui. Donc pour vous, sans vous couper, la conférence nationale a créé un autre mécanisme en vous. Contrairement à ceux qui ont planté leur haine, mais vous, ça produit un effet contraire. Ah oui, moi j'avais même fait une intervention, c'était ma toute première intervention publique. Si vous regardez les archives, vous pouvez retrouver ça. Je n'avais pas un nom, je n'étais pas un nom à cette époque, mais quand même, j'ai fait une intervention très remarquée qui m'avait amené à dénoncer cette intolérance qui se développait qui se développait dans la salle pendant la conférence nationale. Et j'avais été, fort curieusement, ça m'avait surpris, le courage que j'avais eu, et j'avais été très applaudi de la salle. Parce que j'avais dénoncé ça. Parce que les exclusions, sous toutes les formes, peuvent susciter des haines inutiles. Et moi, j'avais dénoncé ça. Donc c'est ça qui vous a engagé, qui a fait que vous vous engagez en politique. Ah non, ça m'engage. Ce qui m'a engagé, après avoir suivi le président de la République dans avec son discours J'assume, avec son contenu, un contenu très fort, un contenu très, très, très saisissant, où vous trouvez un homme qui se transcende lui-même, qui n'est plus homme comme tous les autres hommes, et qui devient un extra-homme. Parce que lorsque le président de la République, qui vous ramasse tout du passé, de bon et de mauvais, et surtout du mauvais du passé, tous les crimes que notre pays, les crimes politiques que notre pays a connus dans le passé, sous d'autres régimes, il a pris tout ça sur lui pour dire j'assume, parce qu'il était le seul au pouvoir à cette époque-là. Alors c'était quand même extraordinaire. Et moi j'ai fait une comparaison qui peut certainement vous gêner, une comparaison tout à fait osée. J'ai comparé le président de la République à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, par son sacrifice sur la croix, a tout pris du monde pour racheter tous les péchés du monde. Il s'est donné donc en agneau, immolé pour sauver le monde, avec son sang, laver tout le mal du monde. Mais c'était extraordinaire. Je dis, mais comment cet homme peut alors prendre sur lui tout le mal politique, le mal social de ce pays pour dire qu'il assumait tout ça. J'ai dit, cet homme, je dois le suivre. Et c'est à partir de là que je me suis engagé à le suivre. Et vous avez adhéré. Et pour le suivre, je dis, mais vous avez adhéré au PCT. J'ai adhéré au PCT. Monsieur Sassou. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle. Bien sûr, monsieur Sassou ne me connaissait pas. J'ai adhéré au PCT à cause du président. Oui, à cause du président. D'accord. Donc grâce au président. Grâce au président. Sans qu'il le sache. Il ne me connaissait pas, voilà, son message. Et puis, j'ai commencé à faire mon parcours de combattant dans le parti, parce que je commençais à la base. C'est pas comme aujourd'hui, vous trouvez des militants qui, pour la première fois... Si l'on vous demandait à qui devez-vous votre carrière politique? Bon, ben moi je dirais que je la dois d'abord à moi-même. C'est d'abord mon engagement personnel, la prise de conscience, et qui m'amène à m'engager dans l'action politique. C'est-à-dire participer à la construction du pays à travers... Donc vous n'avez pas un maître? Bon, un maître comme tel, j'ai eu des adjuvants. Les adjuvants, ce sont tous ceux-là qui peuvent vous soutenir pendant tout un processus et tout. Effectivement, j'ai eu des adjuvants. Et pour ces adjuvants, moi je vous citerai les Yono. Dieu est son âme. Le Yono m'a beaucoup aidé parce qu'au quartier Wenze, c'est là-bas où j'ai adhéré au parti pour la première fois. Et il m'a très vite remarqué. Il a trouvé en moi certaines qualités. Et c'est lui qui m'a pris en main. Et j'ai monté les échelons au niveau de Wenze, depuis le quartier, depuis la cellule jusqu'à la sous-section, de la sous-section à la section, et tout jusqu'à ce qu'il m'amène au comité du parti de la vie de Brazzaville, comme secrétaire permanent chargé de l'éthique et de l'éducation. Mais il fallait le faire, à la surprise de beaucoup de gens qui ont beaucoup milité, des anciens militants, qui ont milité mais qui n'avaient jamais atteint ce niveau. C'est grâce à le Yono. Et quand le Yono me prend et qu'il m'amène au niveau de Brazzaville, du comité du parti de la vie de Brazzaville, mais il me met entre les mains du camarade Obara Pounou.
Et c'est le camarade Gabriel Oba, pour nous, qui me prend en main, à sa manière aussi, c'est à lui de témoigner un jour certainement, il remarque en moi des qualités, il me fait beaucoup travailler. Il me fait beaucoup travailler. Et j'ai beaucoup appris de la politique auprès de lui. Et je me suis encore, il m'a aussi aidé à aller au comité central du Parti congolais du travail. Et là, je trouve un grand maître. Et le grand maître, c'est Ambroise Noumazalaï. C'est Ambroise Noumazalaï. Et grâce à Ambroise Noumazalaï, je rencontre le camarade Isidore Mvouba. Et ce sont eux qui me remarquent, qui remarquent en moi des qualités, non seulement des qualités de bonne qualité de militants, mais des qualités d'intellectuels aussi. Et c'est grâce à eux, comme ça, que certainement, moi c'est ce que je me dis toujours, que c'est certainement eux qui m'ont fait connaître auprès du président, parce que lorsque... Vous l'avez rencontré quand, le président Sassou? J'ai rencontré le président Sassou pour la première fois lorsque je suis allé au Palais du Peuple pour la première fois prendre part à mon premier conseil de ministre. Ah bon? Je suis nommé ministre au premier conseil de ministre. C'est là où je rencontre pour la première fois le président Sassou. Il vous connaissait là où pas je avant? sers sa main. Ben, il devait me connaître sans me connaître. Le président de la République connaît ses cadres. Il connaît ses cadres de plusieurs manières. Je suis un militant. Je suis en train d'émerger. Je suis en train d'émerger au parti. C'est sûr que les grands responsables du parti, je crois qu'en mettant en place son gouvernement, il a dû consulter Noumazalaï, il a dû consulter certainement Isidore Mvouba, il a dû, je ne sais pas, certainement aussi consulter s'il vous plaît, certainement consulter aussi, peut-être qu'il a dû parler de moi, il a dû me connaître à travers son frère aîné. Son frère aîné à Mbende. Ah d'accord. Parce que moi je vivais tout juste à côté de lui. C'était notre vieux. Chaque fois qu'il venait d'Oyo, du village, nous étions toujours là avec lui. Et je me pose toujours des questions, je n'ai jamais su comment. Qui a dû me présenter, qui a parlé de moi auprès du président de la République pour que moi je sois un jour comme ça par hasard choisi par lui et comme amène pour qu'il me porte en épingle pour me mettre en orbite. Et c'était comment votre premier contact, votre premier conseil de ministre? Non, nous sommes dans le salle. Nous avons reçu nos premières, nous avons reçu les premières directives. Comment faut-il? Bon, je ne veux pas, en dire plus. Les secrets du Conseil des ministres, ça reste là. Mais quand nous sommes sortis de là, il y a eu la photo de la famille. Le président de la République a serré la main à tout le monde et c'est à ce moment qu'en serrant sa main, je me suis présenté à lui. Il a dit oui, moi je sais. Ah, il a dit? Ben oui, mais moi je sais. Ah d'accord. Donc moi, vous connaissez déjà. Ben, mais moi j'ai même regretté de me présenter parce qu'il ne m'a pas amené au gouvernement par hasard. Je n'avais donc pas besoin de le faire. Et quand je le salue, il dit oui, moi je sais. D'accord. Donc en un mot, vous êtes reconnaissant au moins. Vous devez la carrière politique à tout le monde presque. Donc vous avez cité et puis... Moi je cite les gens sur le parcours qui m'ont soutenu d'un moment à l'autre. Est-ce que l'homme que vous avez connu, le président de la République au début, et actuellement, l'homme a changé? Je n'aime pas juger les gens. Et je n'ai pas envie de porter un jugement de valeur sur le président de la République. Vous n'aimez pas ou vous avez peur de porter un jugement? Ce n'est pas bien de juger les autres. On n'est pas toujours bon en soi. Il faut éviter de porter des jugements de valeur sur les autres. Et moi, je ne porterai pas un jugement de valeur sur le président de la République. Tout ce que je sais, c'est que le président de la République que j'ai rencontré lorsque moi j'étais au gouvernement, sa manière de conduire les réunions du conseil de ministres, sa rigueur de propos, la force intellectuelle dans l'analyse de tous les dossiers, la connaissance de tous les dossiers. Alors une connaissance pratiquement transversale sur tous les dossiers, quel que soit le domaine. La manière dont cet homme dominait les dossiers et donnait toutes les orientations. Alors il m'a étonné. J'avais un autre regard sur lui, je me suis dit, mais c'est un homme extraordinaire cet homme. Comment il a fait pour avoir... il a une plage de connaissances extraordinaires. On le juge très mal, mais ceux qui le jugent très mal et qui portent souvent des jugements de valeur sur lui ne le connaissent pas. Voilà ce que je retiens de cet homme. Et aujourd'hui, moi je vois toujours le même homme qui dirige le pays. Le reste, il reste l'éléphant. Il n'a peut-être pas choisi ce symbole par hasard, il reste l'éléphant. Or, chez nous, dans nos traditions, on dit que les branches d'arbres que cassent les singes
tombe sur les dos des éléphants. Et justement, toutes les bêtises, les dérapages, tout ce que nous faisons de mal, les antivaleurs en question que l'on dénonce aujourd'hui, ça et là, dans les administrations, tout ça tombe sur qui? Mais ça tombe sur lui, hélas. Il est l'entraîneur. Si le Non, Real de quand vous Madrid dites qu'il est- quand vous dites- non, perdait je ne suis le... pas- non, c'est extrêmement grave ce que vous venez de dire. Quand vous dites qu'il est l'entraîneur, ça veut dire l'entraîneur, c'est celui qui apprend à jouer. L'entraîneur, c'est celui qui vous permet d'améliorer vos qualités. Dans le sens du patron. Alors, quand vous parlez, vous dites de lui qu'il est entraîneur, ça veut dire que c'est lui qui nous encourage au mal, qui nous encourage à cultiver, si vous Celui voulez, qui vous les nomme. antivaleurs. Non, ce n'est pas. Entraîneur, dans ce sens, je ne dis pas. Je ne Non, dis pas que non. manager, prenez ça comme vous voulez. Ouais. Il est le patron. Non, mais moi, C'est lui tout qui ce vous que- choisit. Tout ce que je connais en lui, c'est que c'est ma chance. J'ai eu affaire à un bon guide, un bon guide politique. Et il reste pour moi une école. Un modèle. Un modèle, mais je préfère dire une école politique. C'est tout. Voilà, alors vous étiez député en 2002 jusqu'en 2007. Oui. Et en tant que candidat PCT, vous avez été battu par un candidat indépendant. Oui. Comment avez-vous vécu cela? Avec tout le grand fair play du monde. Ah bon? Ah oui. Candidat PCT avec Ah oui, toute la machine, candidat. vous avez perdu. Attention, et quel candidat PCT? Un candidat PCT costaud. Je suis ministre. Ah voilà. Je suis ministre. Et en même Ça temps... traumatise pas? Pas du tout. Et en même temps, je suis membre du bureau politique. S'il vous plaît. Membre du Et vous bureau- avez été battu membre par du un bureau indépendant. politique. Et j'ai été battu Et vous aviez par un pris ça? candidat indépendant. Mais j'ai très bien pris la chose. Moi, je n'explique pas. Vous n'avez pas crié à la tricherie, Je n'ai pas crié à la tricherie, au contraire. Je vais vous surprendre. Le soir même de la proclamation des élections, à Kélé même, lorsqu'on a fini de dépouiller les bulletins de vote, et que l'on a dit que c'est mon challenger qui avait gagné. Vous savez ce que j'avais fait? J'étais parti à Kélé avec un orchestre. Ce soir-là, j'ai animé la ville et mon orchestre a joué. Et j'ai parlé aux gens de Kélé pour dire, le grand vainqueur de ces élections, c'est Kélé. Kélé voulait d'un député, Kélé a eu un député. Tout ce que je vous demande, c'est que nous nous mobilisions autour de notre nouveau député pour que le député puisse véritablement être un bon représentant. Donc vous n'avez pour pas nous. pensé que le parti m'a abandonné, le parti m'a lâché, Je n'ai il pas y a pensé- un je n'ai- complot contre je n'ai- moi? Je n'ai pas pensé à ça, au d'accord. complot à mâcher et tout. Bon, même si... Ministre, membre du bureau politique, battu sévèrement par un indépendant. On dort bien, ça fait pas mal. Mais bien sûr que oui, j'ai bien dormi parce que Ah bon? mais quand je rentre de Kélé, qu'est-ce que je fais? Mais moi j'organise un point de presse à l'hôtel, au Saphir Hotel. J'organise un point de presse. Toute la presse était venue. Et c'était pour m'entendre dire que j'ai été aux élections à Kélé, que j'ai perdu ces élections, que j'ai été bel et bien battu. Et à cette occasion, j'ai félicité le vainqueur. J'étais pratiquement le seul de la République à le faire. Alors un tel niveau de fair play, ma foi, on ne le trouve pas chez n'importe qui. Moi, je l'ai fait. Et donc, moi, je n'en ai pas voulu. Qu'est-ce que vous rassurez d'autres, quand ils perdent les élections, ils ne sont pas tranquilles, ils crient... Mais c'est tout simplement parce que moi, je suis un bon démocrate. Ah, vous êtes démocrate? Je suis démocrate. Ah d'accord. Il faut savoir perdre, il faut savoir gagner. Donc vous avez dormi à l'aise? Ah non, mais moi j'ai dormi, je n'avais pas à m'inquiéter. Vous ne disiez pas que vous allez perdre aussi votre poste ministériel parce que vous Le avez... reste, les injures, toutes les mensonges qui ont été pompés, qui ont été mis sur moi, je suis un criminel, je suis ceci et tout, pour décourager les électeurs. Moi je ne tiens pas compte de ça. Ça relève de la mesquinerie des hommes. Qu'est-ce qui attire les gens selon vous à l'Assemblée nationale? Bon, ce qui attire les gens à l'Assemblée nationale, j'espère que je me trompe, hein, chacun de nous a sa façon de voir les choses. On veut être député. Parce Même ceux qui ont des fonctions, oui, que tout le monde en vit. On veut être député parce qu'on veut être l'expression, on veut porter l'expression du peuple. La volonté du peuple doit s'exprimer par vous. Quand vous êtes à l'Assemblée, vous parlez au nom du peuple. Et à l'Assemblée, essentiellement, c'est les lois que l'on vient voter. Et quand on vient voter les lois servent justement à la, régulation permanente de la société. Tout le monde ne siège pas à l'Assemblée.
Tout le monde ne siège pas à l'Assemblée. Mais si, tout le monde ne siège à La l'Assemblée. majorité de ceux qui ont d'autres fonctions, ministres ou DG ici et là, ne siègent pas. Non, Notre Assemblée remplit des suppléants. Non, mais il y a la loi, la loi est claire là-dessus. La loi est claire là-dessus. Lorsque vous êtes ministre à certaines fonctions, lorsque vous êtes député, à certaines fonctions, vous n'avez plus le droit d'aller, vous ne pouvez pas être jugé parti. Vous savez quel est le rôle de l'Assemblée. L'Assemblée est là pour suivre, contrôler l'action gouvernementale. Est-ce qu'ils ne considèrent pas l'Assemblée comme un matelas du genre, une fois qu'on n'est plus en fonction, l'Assemblée nationale va l'accueillir. Mais on ne va pas à l'Assemblée nationale pour dormir. Le matelas, c'est pour dormir. On ne va pas à l'Assemblée nationale pour dormir. On va à l'Assemblée nationale pour travailler. Et quand on est à l'Assemblée nationale, le sentiment, ce n'est pas de se dire, moi je suis député. Ce n'est pas suffisant de se dire député. Se dire véritablement député, c'est rester constamment aux côtés du peuple, entendre le peuple. Même en tant que ministre, pourquoi vouloir encore être député? En tant que DG ou en tant que... Il y a des postes ici, dans cette République, où tout le monde voudrait bien avoir, mais seulement... Quand je suis devenu député pour la première fois, je n'étais pas ministre. Ah d'accord. Et donc, ce n'est pas parce que j'étais ministre. Au contraire, quand je perds ma députation, mes élections, je suis ministre. Donc ce n'est pas évident ce que vous dites. Vous regardez au gouvernement, tous ceux qui sont au gouvernement ne sont pas des députés. Tous les ministres qui sont au gouvernement ne sont pas des députés. Donc mais la majorité. C'est pas évident. La majorité encore, je n'ai pas fait le calcul. Hein, ça, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer. Encore que je n'infirme pas non plus. Alors donc, moi, je crois que chacun sait comment construire sa vie politique. Il y en a qui pensent que pour être un grand homme politique, il faut être député. Il y en a qui pensent que pour, je ne sais pas... On est membre du gouvernement, pour rester longtemps au gouvernement, il faut être député. Il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui pensent certainement autrement. Je suis DG, si je dois continuer à conserver mon fauteuil de DG, il faut que je sois député. Bon, il y a plusieurs idées comme ça qui trottent, à la vérité, mais je crois qu'il y a plus important. Mais le plus important tient de l'engagement de quelqu'un. Quand on veut être député, ce n'est pas parce qu'on est enclin à la recherche d'une certaine célébrité. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la gloire que l'on recherche. Au contraire, être député apparaît même comme étant aussi un certain sacerdoce. Être député, c'est avoir le cœur d'être au service de l'autre, savoir servir. C'est ça. Alors aujourd'hui, quelles sont vos relations avec l'actuel député de Kédé? Les relations sont bonnes, sont excellentes. Ah d'accord. C'est excellent. C'est vrai qu'il y a eu... un moment assez long un brouillard qui a pratiquement terni nos relations du fait justement des discours pendant les élections qui n'ont pas été assez élégants, qui n'ont pas été courtois, qui n'ont pas été de nature, ma foi, à consolider l'essentiel. L'essentiel de la relation humaine, l'essentiel de la relation humaine, c'est la relation humaine elle-même, qui est entretenue par l'amour de l'autre. N'est-ce pas? Il n'y a pas ça. Il n'y avait pas eu ça, le respect de l'autre, il n'y avait pas eu ça. Et c'est ça qui a un peu assombri. Mais au-delà de tout ça, on a dépassé, bon, c'est rien du tout, nous avons dépassé ça. Aujourd'hui, en plus de cela, avec mes 67 ans d'âge, je ne suis pas là en vouloir à plus jeune que moi. Au contraire, mon devoir, c'est de pouvoir aider. Si je peux lui être utile à travers des conseils, s'il m'en demande bien sûr, moi je le ferai bien. S'il a des actions qu'il veut entreprendre pour notre localité commune et qu'il pense que je peux apporter une contribution, moi je viendrai aisément. Au contraire, non. Moi, ce que je pense, c'est de le voir, ce que je veux, c'est de le voir réussir sa mission de représentant du peuple. Il n'est plus le représentant seulement du peuple de Kédé. Hein. Parce que quand on est député on est élu dans une localité, mais on est député national. Alors, et donc les relations avec lui, ça j'insiste là-dessus, les relations avec lui sont, ma foi, des relations clean. C'est des relations de cadet à aîné. Alors le regard que vous portez sur l'homme politique congolais actuel? Quoi? Le regard que vous portez sur l'homme politique congolais actuel? Le regard de Willem Vaux, ancien ministre. L'homme congolais actuel est ce qu'il est. La question devrait se poser en termes de la culture. Est-ce qu'il y a une véritable culture politique au Congo? Il faut juger les hommes politiques à travers cette culture. Il faut donc la définir. Quelle est cette culture politique au Congo? Nous avions pas malheureusement le temps. Et de cette culture politique au Congo, comment les hommes politiques ou ceux qui se prétendent être hommes politiques appréhendent cette culture? Quelle est leur mentalité? Comment à travers cette politique ils servent? Et le regard que vous portez en général, c'est quoi?
Positive, négative ou... Non, mais elle n'est pas négative. Elle n'est pas négative, elle est positive, c'est vrai, parce que cette politique nous permet de nous structurer politiquement aussi, et puis d'avoir de temps en temps un regard sur le pays, de penser à l'avenir du pays. D'accord, votre regard est positif. Oui, mais dans la contradiction, c'est en termes de contradiction, qui devrait être une contradiction participative, une contribution qui devrait nous aider à l'union des intelligences pour permettre d'aider le pays. Malheureusement, ce n'est pas ça. La politique telle que nous la faisons, lorsque nous regardons, souvent ça nous amène à des rivalités. Et c'est ça. Et lorsque je vois des hommes politiques congolais se diviser, devenir pratiquement des ennemis, se comporter comme s'ils étaient des ennemis, c'est ça qui m'attriste. Même du propre camp. Même du propre camp. Même dans les propres camps. Mais parce que dans nos partis, on n'accepte pas les tendances. Donc la démocratie, elle doit commencer dans les familles. Elle doit aussi, au niveau politique, commencer dans les états-majors politiques. Si dans les états-majors politiques, ma foi, on veut seulement entendre le seul son... Il faut respecter la son, discipline. Au nom de la discipline, on ne veut pas accepter qu'il y ait des tendances. C'est là où la chose ne marche pas. Et ça constipe justement les idées. Ça constipe les idées. Or, c'est les idées qui font marcher, qui nourrissent justement la vie des partis. Et lorsqu'il n'y a pas d'idées, et ces idées doivent être contradictoires, l'époque de la pensée unique est terminée, est passée. D'accord. Alors, le regard sur la jeunesse congolaise? Oui, notre jeunesse congolaise, bon, vous savez, la jeunesse en soi, c'est la chance d'un pays. Et notre chance, c'est d'avoir une jeunesse, et une jeunesse qui est là, malheureusement. Et ce que je déplore sur cette jeunesse, c'est le manque de dynamisme. Le manque de dynamisme. C'est une jeunesse qui est beaucoup plus encline à la facilité. Cette jeunesse... Est-ce qu'on peut la considérer comme une classe à part? Non, je ne veux pas. Non, je ne voudrais pas parler en termes de classe. Non, c'est pas possible. C'est pas une classe à part. Elle est là, elle fait partie de la société. Elle est importante. Elle est importante. Et encore que la jeunesse, elle est la tranche sociale la plus nombreuse, la plus importante. Mais malheureusement, quelle est la conscience juvénile, quelle est la conscience propre que cette jeunesse a pour elle-même et pour son avenir? La jeunesse, c'est le présent. La jeunesse, c'est demain. La jeunesse, ce sont les lendemains. Quels sont les rapports que notre jeunesse entretient avec la politique? Quels sont les rapports que notre jeunesse entretient avec le travail en tant que valeur? Quels sont les rapports que notre jeunesse entretient avec l'humain en tant que tel? Avec la politique, c'est totalement nul. C'est nul parce que c'est une jeunesse que vous n'avez pas su encadrer. C'est discutable. C'est discutable. C'est une jeunesse qui se laisse facilement instrumentaliser par les hommes politiques, tout simplement. Manipulée. Et cette jeunesse manque, vous savez ce qu'elle manque? Elle manque d'indépendance. Et quand une jeunesse manque d'indépendance, elle ne peut pas entreprendre. Et quand elle ne peut pas entreprendre, elle reste tout simplement... Est-ce que ce n'est pas vous qui criez cela, cette dépendance? Mais c'est à elle-même justement de ne pas se faire dépendante. C'est à elle-même de ne pas se faire dépendante. Regardez, mais c'est la jeunesse qui doit justement apporter... Elle doit se prendre en charge. Elle doit se prendre en charge à travers les idées. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle néglige, les anciens. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, moi je veux d'une jeunesse qui bouscule sa société. Une jeunesse qui bouscule ses idées. Une jeunesse qui bouscule les anciens. C'est ça. Et si notre société... Est-ce que les anciens acceptent cela, qu'on bouscule? Pourquoi voulez-vous que les anciens acceptent? Ce sont les idées qui font marcher un pays. Ce sont les idées qui font marcher une société. Les changements que l'on appelle, on attend des changements. Mais les anciens, les changements, ce n'est pas une maison que l'on dit. Les anciens leur disent, attendez, laissez-nous mourir par notre propre poison. Non, les poison. Anciens ne l'ont jamais dit. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai jamais entendu ça des anciens. Les anciens, c'est qui? Les anciens, c'est nous. Les anciens, c'est nous. Vous peut-être dites, moi je n'ai jamais dit ça. La génération d'Indalagraï est en train de partir petit à petit. Les Tchikaya sont en train de partir. Ceux qui sont en train de prendre la relève, c'est nous. Mais les anciens, c'est nous. Et donc, nous ne pouvons pas dire à cette jeunesse ce que nous voulons faire. Nous préparons le terrain à cette jeunesse. Mais il faut que cette jeunesse soit capable. Donc, vous êtes dessus, politiquement?
lorsque je vois notre jeunesse revendiquer la place en politique, la place en politique ne se revendique pas. Elle s'arrache. Elle se mérite par des actions. C'est ça qui compte. Ce n'est pas en revendiquant, on ne donne pas de la place. Il nous faut aussi avoir de la place au gouvernement. Mais quand ils sont au gouvernement, ce n'est pas pour représenter la jeunesse. C'est pas pour représenter la jeunesse. Et la jeunesse rurale, qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont les rapports entre la jeunesse citadine avec la jeunesse rurale? Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Et même au sein de cette jeunesse citadine, il y a la jeunesse scolaire. Et ceux-là même qui ne travaillent pas, les rebuts de l'école, ceux qui ont des diplômes, qui n'ont pas l'emploi. Quels sont les rapports avec l'emploi? C'est tous ces problèmes qui devraient, ma foi, former, constituer, si vous voulez, structurer la réflexion de la jeunesse aujourd'hui, pour qu'elle puisse s'engager, pour qu'elle puisse s'adresser avec l'homme politique, le dirigeant politique autrement, avec de véritables problèmes. Lorsque moi j'étais étudiant, 72, 74, nous avons mené des grèves dans ce pays. Et jamais, dans ces grèves, jamais nous n'avons posé le problème du paiement de la bourse. Ah, d'accord. Nous posions de véritables problèmes de la nation, de la marche de la nation. Marien Ngouabi n'est plus vivant, il est là, Dieu est son âme. Mais Marien Ngouabi, c'est très bien, quand il venait parler avec nous, ce n'était pas pour parler des problèmes de bourse. On posait les problèmes des paysans, on posait le problème des routes, on posait le problème des écoles. C'est cette jeunesse-là. Alors, comment voyez-vous l'avenir du Congo, politiquement parlant? Mais le Congo a un très bel avenir. Le Congo a un très bel avenir. Même si cette jeunesse-là déçoit. Non, mais bon, déception entre guillemets. Je dis tout simplement que cette jeunesse, elle est trop dépendante. Elle est trop dépendante, voilà. Elle est vindicative. Elle s'inféode parce que j'ai dit, elle est encline à la facilité. Donc il faut s'attacher à un homme politique, il faut s'attacher à un homme d'affaires, à quelqu'un qui a des petits moyens pour avoir des subsides et vivre. Et s'attache tout simplement à ça. Quand on regarde les vieux, on veut très vite devenir riche, avoir de voitures, vivre comme vivent les vieux. C'est cette jeunesse-là. Aujourd'hui, c'est ça justement. Et comment elle pense son avenir, cette jeunesse? C'est ça qui est totalement malheureux. Et si la jeunesse, parce que les lendemains du Congo, c'est cette jeunesse justement. Comment est-ce qu'ils vont prendre la relève s'ils ne peuvent pas construire? L'avenir se construit. Elle se construit par une certaine rigueur qu'ils doivent se donner. La rigueur à l'école, la réussite, pas par la facilité. Et ce sont là, lorsque une intelligentsia remplace une intelligentsia. Et les jeunes, aujourd'hui, doivent se construire en ce moment. Aujourd'hui, on essaie de les responsabiliser à travers certaines associations. Et surtout les associations que les jeunes eux-mêmes mettent en place. Mais quand ils ont fini de mettre une association en place, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent vers un responsable, vers un ministre, vers un homme politique, vers un député. Venez soutenir notre association. Mais ce n'est pas cela. Alors, Philippe Mvou... Alors, cette inféodation ne peut pas aider justement cette jeunesse à décoller, à devenir réellement indépendante. Voilà, alors Philippe Mvou, ancien ministre des Mines, de l'Énergie, de l'Hydraulique, ancien ministre des Postes et Télécommunications et d'éthique, ancien ministre de la Pêche maritime et continentale. Alors, quelle est votre propre critique sur votre parcours? Bon, c'était des missions. J'ai toujours considéré ça comme étant des missions. C'était pas facile. J'ai rencontré des difficultés pendant mon parcours, mais je crois que tout n'a pas été... Des difficultés du genre? Des difficultés du genre, lorsque vous avez par exemple des grands projets à réaliser, que vous n'avez pas les moyens de réaliser ces projets, même si ces projets sont alignés dans le programme du gouvernement, et que par la suite, ma foi, vous n'arrivez pas... le trésor public ne vous dégage pas les moyens qu'il faut pour réaliser ce projet. C'est ça qui fait des déceptions. Donc, on a l'impression que vous ne travaillez pas, on a l'impression que vous n'avez rien réussi, et c'est tout à fait malheureux. Donc, mais lorsque vous avez, par exemple, dans tous les ministères que je suis passé, ma grande satisfaction, c'est d'avoir quand même ouvert des tunnels. Ouvert des tunnels au ministère des Mines, et j'ai pu quand même réussir à faire adopter le code, à faire changer le code minier. Le code minier de l'époque, donc la loi sur le code minier de l'époque. Bon, l'énergie, c'est la même chose, donc c'était des lois comme ça, il fallait le faire. J'ai quand même réussi au niveau sous-régional de la CESC à mettre en place une organisation sous-régionale pour interconnecter. C'était une grande ambition des présidents de la CESC. La communauté
économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. La CEAC, voilà. C'était à l'époque du ministre Louis-Sylvain Goma qui était secrétaire général. Alors donc on a pu mettre en place cet organe sous-régional, c'était pas mauvais, c'était une grande réussite. Lorsque nous allons au PTT, j'arrive au PTT, il y avait un grand projet du président de la République qui était très mal mené par l'opérateur historique des télécommunications. Ce projet, c'était le projet de couverture nationale en télécommunications où le président de la République, au début de son premier septennat, avait annoncé qu'à la fin du septennat, chaque Congolais devait avoir un téléphone. Alors c'était vraiment très ambitieux, mais il fallait le faire. Et ça, nous sommes arrivés, nous avons repris ce projet en main, nous avons encouragé les opérateurs privés qui ont travaillé dans ce sens, les Celtel à l'époque et Libertis à l'époque, qui se sont déployés, nous les avons encouragés à se déployer et je crois qu'on y est parvenu. Chaque district avait une antenne. Donc, en un mot, le bilan était positif, même s'il y a quelque part des regrets. Bien sûr que oui. La fibre optique, c'était l'infrastructure qui devait soutenir le grand projet de couverture nationale en télécommunications. Et nous avons lancé le projet. À la pêche, nous avions le grand projet de l'aquaculture qui était soutenu par la FAO, mais qui ne s'est pas poursuivi. Bon, je vous cite tous ces exemples. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans un gouvernement, dans un ministère et se dire qu'on peut tout réussir. Ce n'est pas possible. Il y a des aléas qui peuvent être du genre, justement, des financements qui peuvent manquer, etc., etc. Donc il y a tout ça. Donc je crois que mon passage aussi a été une expérience qui m'a aidé. Il faut dire en passant que de tous les ministères que j'ai occupés, aucun ministère ne relevait de ma formation propre. Je suis un enseignant de français. Je n'ai jamais appris les mines, je n'ai jamais appris l'énergie, je n'ai jamais appris l'eau, les PTT, autres et tout. Mais je suis certain, sans orgueil, tout orgueil mis à part, je crois que je m'en suis bien sorti. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci au président Philippe Mvo. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.